Alors, comme souvent, je me baladais sans but précis sur le Bon Coin, sans aucun filtre autre que MacBook dans la barre de recherche et Île-de-France évidemment en localisation. Et comme vous l'avez vu au titre de la vidéo, je suis tombé sur une vraie pépite pour seulement 85 €. Ce magnifique MacBook Pro Retina 13 pouces de fin 2013, le modèle le plus entrée de gamme. Du coup, aujourd'hui, on va voir ce que vaut le 38e ordi de ma collection, 12 ans après sa sortie. Ce MacBook de 2013, en fait, c'était la vraie première révision du MacBook Pro Retina depuis ses débuts fin 2012. Et surtout, c'était le modèle de la baisse de prix. À sa sortie, il passe de 1749 € avec la version de fin 2012 à seulement, et seulement est un bien grand mot, mais 1299 €. Mais bon, cette jolie baisse de prix n'avait rien d'un cadeau, contrairement à celle du MacBook Air M4. Apple a divisé la RAM par deux, de 8 à 4 Go. Et 4 Go de RAM, déjà en 2013, c'était hyper limite, surtout à ce prix-là. Et niveau processeur, c'était vraiment pas ouf non plus. C'est tout juste similaire au i7 de mon MacBook Pro 13 pouces de 2011, grosso modo, la version unibody. En fait, c'est un peu comme si Apple avait sorti une version MacBook Air déguisée en Pro, sans rien de pro autre que le nom et l'écran Retina finalement. Maintenant que le contexte est posé, on va voir tout de suite dans ce nouveau bilan de compétences ce que vaut ce Pro de façade en 2025. Ce Mac, je trouve, c'est un entre-deux parfait entre la finesse des modèles Touch Bar, mais la solidité et les ports des anciens unibody. Et fun fact, avec ce modèle, j'ai désormais toutes les générations de MacBook Pro 13 pouces Intel dans ma collection. Donc là, ça devient vraiment sérieux, je trouve. Bon, pour 85 €, vous allez me dire que j'ai fait l'affaire du siècle. À ce prix-là, fallait forcément faire des concessions sur l'état global du truc. Déjà, regardez-moi cet écran. Et oui, comme quasi tous les MacBook Pro Retina produits entre 2012 et 2015, il est atteint du syndrome du revêtement anti-reflet qui se fait la malle, le Stengate. Ça s'effrite, ça part en plaques, c'est moche et surtout assez gênant pour le coup. Côté Apple, évidemment, aucune autre solution à part un remplacement complet de l'écran à prix Apple, donc hors de question, logique. Mais heureusement, j'ai trouvé une astuce magique sur iFixit. Apparemment, il suffirait d'un bain de bouche, d'un chiffon microfibre et de 5 minutes de temps. Ça permet de retirer complètement la couche anti-reflet qui mérite de dégager, quoi. Donc je file tout de suite chez Monop pour m'acheter du bain de bouche parce que j'en ai pas et je reviens tester ça avec vous. J'ai acheté Listerine. J'ai pris des gants parce que le revêtement anti-reflet, une fois que ça fait la chimie avec l'alcool justement et que ça s'enlève, c'est hyper cancérigène et dangereux pour la peau. Et j'ai mon chiffon microfibre. Je vais mettre mes gants. Ah merde, vous allez pas voir. Il me faut une deuxième caméra. Il en faut une ici. J'ai pas de budget. J'ai l'iPad à côté. Ah, mais il faut que je le mette plus loin pour le mode vidéo. Il faut qu'il soit plus comme ça. Ah, ça maintient. Et pas mal, hein? Allez. J'ai fait un coin là. Je vais commencer par ça. Ça marche super bien. Est-ce que vous voyez avec l'iPad la différence là? Je pensais pas que ça allait marcher aussi bien. Je vais dégraisser l'écran, parce que c'est gras, avec un petit produit à vitre. C'est bon. Donc comme vous le voyez, franchement, c'est pas parfait, mais c'est 1000 fois mieux. L'écran redevient lisible et même si on perd l'anti-reflet, on récupère vraiment la clarté du Retina. Moi j'achète. Donc maintenant, plus qu'à retirer le vieux cover au dos du MacBook qui est dégueulasse. C'est de la merde! Enfin, ça, non, au contraire, c'est super bien. Mais non. Je m'étonne qu'il ait tenu 10 ans ce relais. En fait, il faut que je le fasse peut-être plus délicatement. Ouais, par contre, c'est beaucoup mieux comme ça parce que là, c'est le côté où j'ai été bourrin. Je sais pas si vous voyez, il y a encore plein d'autocollants et tout. Et de ce côté, du coup, je m'y prends mieux. Il y a pas l'autocollant qui reste. L'écran est parfait sous toute cette merde. Je trouve ça vraiment pas mal. J'ai mis 16 minutes à enlever le revêtement de l'écran et à enlever le cover. En tout cas, pour le prix, il est plutôt en bon état. Et niveau design, c'est sobre, intemporel et surtout super agréable à utiliser. Alors oui, les bordures d'écran sont larges, mais le confort reste top. L'écran Retina est évidemment super, malgré son âge. C'est vraiment une référence, ce type d'écran. Le seul bémol, qui fait un petit peu vieux au-delà de la taille des bordures, c'est franchement le trackpad. En fait, c'est un vrai clic, c'est pas du force touch. Donc on peut cliquer sur le bas très facilement, mais en haut, ça sera un peu plus compliqué, voire même impossible. Et du coup, au début, on a l'impression que le clic marche pas ou a un problème, mais en fait, non, c'est juste vieux. En tout cas, maintenant qu'il est tout beau tout propre, je peux enfin vous le démarrer. Alors oui, c'est lent. Big Sur plus 4 Go de RAM, c'est le cocktail parfait pour méditer sur ses choix de vie. On a donc dans la propos de ce Mac un Intel Core i5 de 4ème génération cadencé à 2,4 GHz, 4 Go de RAM soudé. Bref, comme je vous le disais, rien de ouf, c'est vraiment un R déguisé en pro. Mais il a un truc assez exceptionnel. Regardez le nombre de cycles batterie. Il en a plus de 1500
Voilà, c'est une dinguerie et le pire c'est que ça fonctionne encore, hein. Mais avec la luminosité à 50%, je l'ai testé ce week-end, au moins 5 heures en navigation web classique et je m'attendais vraiment à avoir max 1 heure d'autonomie avec autant de cycles. Ensuite, on a évidemment nos petits 128 Go de SSD entrée de gamme. J'ai fait un petit benchmark pour être sûr que la lecture et que l'écriture soient bonnes, et franchement, ça va. C'est plus les niveaux de sa sortie, mais ça a perdu peut-être 50 mégabits par seconde. Je considère que c'est un SSD qui fonctionne toujours et que je n'aurai pas besoin de le remplacer, quoi. Comme vous le voyez, il tourne sous macOS Big Sur, le dernier OS officiellement compatible. Donc c'est pas le top niveau mise à jour de sécurité, j'en ai conscience, mais j'ai pas envie de me lancer dans OpenCore Legacy cette fois-ci. Et après, honnêtement, avec seulement 4 Go de RAM, je pense que le plus judicieux serait plutôt de le downgrade à Catalina, mais je passe mon tour aussi pour cette fois. C'est juste une petite recommandation que je ne ferai pas. En tout cas, en 2020, je l'avais déjà, ce Mac. Je l'avais acheté d'occasion 450 € avec une batterie neuve, ce qui était plutôt pas mal, sachant que les MacBook M1 n'étaient toujours pas sortis. Tout ça pour dire que niveau performance, je pense que mes souvenirs sont bons, donc je risque pas d'être déçu. Parce que niveau utilisation, en 2025, je vais commencer par vous montrer la navigation internet, parce que c'est 95% de nos usages en général. Et sachant que Safari sous Big Sur est relativement dépassé, j'installe plutôt Chrome, qui est encore compatible, mais plus pour très longtemps, puisque le navigateur m'indique dès l'ouverture qu'il faudra bientôt avoir macOS 12 au minimum pour profiter des dernières versions de Chrome. Et j'ai bien conscience que Chrome et 4 Go de RAM, c'est un combo hyper risqué, mais ça passe, hein. À 4-5 onglets ou même jusqu'à 10, c'est pas la navigation la plus fluide de la Terre, mais ça reste totalement utilisable. J'arrive à charger Clubic, The Verge, Le Bon Coin, et même YouTube, tout en même temps. Oui, ça rame un peu, évidemment, mais une fois chargé, les sites restent totalement utilisables, et une fois que les temps de chargement sont terminés, la fluidité est parfaite, enfin parfaite, vous avez compris, pour un ordi qui a 12 ans, hein, évidemment, on se calme. Mais en tout cas, c'est même mieux que sur le MacBook Retina 12 pouces dont je vous ai parlé en début d'année sur la chaîne. Et ça chauffe moins aussi, hein. Le vrai souci dans tout ça et dans l'utilisation qu'on peut en avoir, c'est cette sensation de lenteur dès que tu cliques quelque part. C'est mou, quoi. Et pas forcément que sur Chrome, hein, c'est lent. Mais bon, 4 Go de RAM et un processeur de merde, je m'attendais à quoi? Eh bien ça. En tout cas, pour le moment, j'espère que la vidéo vous plaît. Sachez qu'un petit pouce vers le haut me ferait énormément plaisir. Et dites-moi aussi dans les commentaires si vous pourriez utiliser un MacBook aussi limité au quotidien. Parce que peut-être que certaines personnes ont ce MacBook Pro en 4 Go de RAM et l'utilisent en daily driver. Et dans ce cas-là, bravo, j'aimerais énormément avoir votre retour d'expérience en 2025 pour savoir ce que vous en faites encore. Après, en termes d'utilisation légère et bureautique, on peut totalement utiliser ce Mac pour du traitement de texte par exemple. Ça pour le coup, c'est un vrai bonheur. Le clavier est top, hein, c'est toujours une référence aujourd'hui. De mon côté, j'utilise Google Docs pour écrire mes scripts et je pourrais franchement tous les écrire sur ce Mac sans problème, hein. Et c'est d'ailleurs sur ce MacBook que j'ai écrit le script de cette vidéo et au moins pour cet usage, je pense qu'on peut être tous d'accord, c'est une parfaite machine à écrire. En fait, je pourrais être sur ce Mac ou sur un Mac M4, je verrai pas la différence. J'écris, ça marche, c'est top quoi. Et me fusillez pas dans les commentaires, hein, je ne parle uniquement que du clavier, pas de la puissance. Donc on range les crocs, hein. Et c'est de toute façon beaucoup mieux que tous les MacBook Touch Bar sortis entre 2015 avec le MacBook Retina 12 pouces et 2019. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'ai tout le temps l'habitude de tester les mêmes jeux pour justement comparer leur performance en fonction de tous les Mac et PC que je teste sur la chaîne. Donc je commence par Tomb Raider, le reboot de 2013, mon classique, sorti la même année que ce MacBook justement, donc c'est plutôt bien de le tester dessus je trouve. Et bah ça tourne pas moins bien que sur certains modèles plus récents comme mon Surface Book de 2015 par exemple. Donc c'est plutôt cool ça. Le tout en 720p. Par contre, faut pas s'emballer, hein. La Intel Iris de 2013, elle est vraiment pas ouf, hein. C'est à peine mieux qu'une Intel HD. Mais c'est logiquement totalement suffisant pour mon deuxième jeu préféré, les Sims 4 évidemment. Une fois lancé, ben ça tourne plutôt bien, le tout en moyen, et surtout en résolution Retina native, hein. Ça tourne bien parce que j'ai uniquement installé la base, sans aucun mode et contenu personnalisé, hein, évidemment, je précise. Donc en tout cas, pour débuter, c'est totalement jouable. Mais bon, normalement, c'est un jeu qui demande au minimum 8 Go de RAM pour fonctionner, quand on a un minimum de talent de construction et un ou deux packs installés. Mais bon, encore une fois, c'est mieux que de jouer sur le 12 pouces de 2015 qui lui a 8 Go de RAM justement. Sinon, à vrai dire, je sais pas encore ce que je vais en faire de ce Mac. Le garder tel quel, c'est grave possible parce que c'est un monument. 4 Go de RAM soudé à un MacBook Pro, ça frôlait l'irrespect et j'adore ça dans l'histoire d'Apple. Mais j'ai aussi, souvenez-vous un petit peu, un MacBook Pro Retina de 2014 avec l'écran cassé, reçu dans le fameux lot gratuit des 16 appareils rétro génialissimes que j'avais eu l'été dernier. Donc peut-être que je pourrais swiper les écrans et redonner vie au 2014, qui doit avoir une batterie en meilleur état et surtout 8 Go de RAM, ça c'est pas rien. En tout cas, pour 85 €, ce MacBook, il est vraiment pas si mal, hein. C'est évidemment pas un bon plan universel, hein, il est pas pour tout le monde, hein, même pour
personne finalement. Mais si c'est pour un usage basique ou un premier ordi pour un ado, ou même pour ma mère, Martine, 65 ans, bah ça fait le taf hein, pour du YouTube, des mails, du Twitch, du machin, du truc. En tout cas, c'est toujours mieux qu'une tablette Android ou un Chromebook à 150 balles. Je pense que pour ça, on est tous d'accord. Mais le top, en fait, c'est de trouver un modèle justement avec ses 8 Go de RAM pour 120 ou 150 euros. Là, ça sera beaucoup plus cohérent parce que je peux vraiment pas recommander la version que j'ai actuellement, hein, équipée de seulement 4 Go. Ça, c'est hors de question et vous allez me taper dessus. En tout cas, pour la collection, c'est génialissime. Je suis vraiment trop content de l'avoir. Mais bon, je sais très bien que je risque absolument pas de l'utiliser tous les jours. Même si c'est le cas là depuis que je l'ai, mais je sais que l'euphorie va vite retomber, surtout quand j'aurai fini cette vidéo. En tout cas, c'est un achat compulsif que je vais encore une fois pas regretter. Je suis très content de l'avoir acheté et de vous avoir fait cette vidéo. Merci aux puristes d'être restés jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, commentez MacBook increvable. J'espère que vous serez encore plus nombreux que dans mes dernières vidéos. Et bah c'est tout pour moi.